tout un programme, oui. Je tenais à remercier l'Institut pour la photographie, en fait, de m'avoir accueilli aujourd'hui et de pouvoir, la suite en fait des NMT, pouvoir évoquer en fait la situation, en tout cas d'une démarche qui est liée bien souvent en fait à celle des archives de façon générale, mais plus particulièrement à celle des archives départementales en l'occurrence. Donc merci Anne Lacoste et merci à Mathilde Charrier pour son organisation. Alors, pour éclaircir d'emblée le propos, l'intervention aura dans un premier temps pour objet une approche de quelques exemples de modalités usuelles quant à la constitution et l'enrichissement de collections d'archives. Et bien sûr, en ce qui nous concerne plus particulièrement, des archives photographiques, au sein d'une institution publique aux missions et champs de compétences très définis, notamment par les règles en vigueur, bien sûr, rappelées en fait dans le cadre de la loi dite CADA et le Code du patrimoine, et en l'occurrence d'une institution départementale d'archives publiques, les archives départementales du Nord, placées sous une double tutelle du département et de l'État. Dans un second temps, nous envisagerons la collecte sous ses formes parfois plus ciblées, ponctuelles et événementielles, relevant de demandes contemporaines prégnantes, émanant tout aussi bien des institutions, l'Europe, l'État, les collectivités territoriales, que de la société, des individus eux-mêmes. Nous survolerons ensuite les enjeux scientifiques contextuels et quelques résultats de ces opérations, puis tenterons de les mettre en perspective. Rappelons brièvement les 4 missions essentielles des archives publiques en France, autrement dénommées les fameux 4C, telles que définies par les règles en vigueur: la collecte, le classement, la conservation et la communication. Si la communication entendue comme l'ensemble des données et des actions permettant la mise à disposition des archives au public, dans les limites des délais de communicabilité définis par le Code du patrimoine, et la mission essentielle des archives publiques, en fait son but ultime, la collecte n'en demeure pas moins la première des missions indispensables à l'accomplissement des autres. 2 grands modes d'entrée des archives sont prévus: le versement d'archives publiques, procédure légale obligatoire de transfert du producteur public au service d'archives, dans le ressort de leurs compétences, et les entrées dites par voie extraordinaire, concernant le plus souvent des archives privées, toutes celles qui n'ont pas été produites par une institution publique, formalisées par des achats et préemptions, des dons, des donations, des dépôts ou des prêts. Les archives photographiques publiques, produites par des collectivités territoriales ou les services déconcentrés de l'État et ayant leur siège sur le territoire, ont sur appui des archives départementales depuis les années 2000 été régulièrement versées, parfois au sein de fonds plus vastes, et représentent quantitativement aujourd'hui la majorité des supports ou données conservées, soit environ 600 000 pièces et vues, toutes techniques confondues. Leur période de production est comprise entre le début du XXe siècle et 2013 environ. On y trouve bien sûr les prises de vue effectuées par les services du département du Nord, mais aussi des albums reliés, dont celui réalisé en 1911 par la Chambre de commerce de Roubaix. En voici deux vues, 2 extraits, présentant notamment en fait, ce qui a été récemment dénommé comme étant des zoos humains, voilà, des villages en fait, en tout cas sénégalais, qui étaient recréés et qui étaient ouverts au public. Des photographies judiciaires, des scènes de crime notamment. Le fonds de la chaîne de télévision France 3, qui a été acquis, qui a été versé en fait très récemment, France 3 Nord-Pas-de-Calais-Picardie, pardon, composé exclusivement de photographies illustrant la vie, les équipes, les infrastructures et les productions de cette chaîne régionale. Les milliers de clichés, donc ça c'est le fonds France 3, voici quelques extraits. Les milliers de clichés réalisés par le Centre d'études techniques du CT, le Centre d'études techniques de l'équipement, qui s'appelle le CT Nord-Picardie, qui documente l'aménagement du territoire des années 1970 aux années 1990, des voies navigables de France, des chercheurs enseignants tels que le professeur Robert Gabillard, qui est le concepteur en fait, de l'automatisation du métro de Lille, ou produites par des élus dans le cadre de leurs fonctions, Marie-Christine Blandin, notamment sénatrice du Nord, Bernard de Rosier, président du département du Nord, entre autres. La masse ainsi collectée, voici quelques photographies du fond du CT, un fond très intéressant,
La masse ainsi collectée est bien sûr conséquente et influe sur les politiques et méthodologies de conservation préventive. Par exemple, la présence dans ces fonds d'une masse extrêmement importante de documents, de photographies, de diapositives couleurs à développement chromogène, qui nécessitent des approches spécifiques, et de communication ou diffusion. Quel délai de communicabilité, quels droits, quels usages et pour qui? Elle incite aussi à une certaine prudence quant à la prise en charge des originaux et d'éventuelles actions de tri, voire d'élimination, rarement pratiquées dans les faits, mais possibles sur certaines conditions. Traditionnellement, les recherches en archivistique sont plutôt portées sur les documents eux-mêmes, leurs conditions de description, de conservation, de communication, ainsi que sur les transformations techniques qui modifient les modes de production et de versement. Les relations avec le public, et plus particulièrement les moyens pouvant être mis en œuvre pour porter les activités des archives à sa connaissance, font l'objet d'une véritable attention. Parallèlement, il semble que peu d'études macro-archivistiques ou micro-archivistiques ont concerné la production des archives en elles-mêmes. Leurs collègues semblent bénéficier depuis peu, en ce qui concerne en tout cas les archives privées et les archives personnelles, d'un intérêt croissant de la recherche. Si la collecte a souvent été principalement appréhendée comme une opération matérielle encadrée, le versement pour les archives publiques, le don ou le dépôt pour les archives privées, ce n'est finalement qu'assez récemment que le lien direct avec la personne morale ou physique est envisagé comme potentiellement capable de redéfinir ou de recontextualiser ce que sont les archives et le rôle qui leur est attribué. Alors, sont conservées aux archives départementales pas moins de 100 000 photographies d'origine privée, donc non produites par des entités publiques, dont la période de production est vaste, des années 1850 à aujourd'hui, et les techniques mises en œuvre extrêmement diversifiées, correspondent à quasiment toutes les techniques, enfin la plupart en fait en tout cas des techniques historiques utilisées par la photographie depuis cette période. Elles sont issues de professionnels et d'entreprises privées, de sociétés savantes, d'associations, de partis politiques, de familles, d'individus, pour ne citer que quelques exemples. Les modes d'entrée principaux et habituels sont les dépôts, les dons, les achats, incluant les occasionnelles préemptions, très occasionnellement les legs. Les rares achats sont aujourd'hui plutôt réservés à des ensembles homogènes, permettant notamment de compléter un fonds déjà intégré ou d'enrichir les collections par un apport bénéficiant d'une certaine exceptionnalité. Ce sont les procédures de dons sollicitées ou proposées qui sont de fait largement recherchées et valorisées par l'institution, car offrant des garanties partagées, gages d'actions scientifiques, techniques et culturelles sereines et pérennes. Alors, il faut noter que beaucoup d'autres petits fonds, de par leur importance quantitative en tout cas, ont été collectés. Ils ont été bien souvent transmis par des particuliers et répondent à des thématiques précises. La Grande Guerre et l'occupation de l'île, la Deuxième Guerre mondiale, l'activité industrielle, entre autres. Certains fonds d'archives privées ne semblent être spécifiquement définis comme photographiques. La plupart des documents relèvent d'autres typologies et techniques, mais contiennent des photographies isolées et organisées en corpus plus homogènes. Là, je peux vous présenter quelques exemples de collections ou de fonds dans lesquels, en tout cas, la photographie soit est très majoritairement, soit totalement représentée. Le fonds Le Blondel, que l'on partage avec la médiathèque de Lille. Voilà. Alors, je pense que j'ai sauté un passage. J'en suis vraiment désolé. Alors, le fonds Le Blondel. Il est constitué de supports en verre au collodion réalisés dans les années 1870 à Lille, en partage donc, comme je viens de le dire, avec la médiathèque de Lille, qui, elle, en possède des épreuves sur papier. Le fonds Louis Chamonin, celui-ci, enfin, quelques extraits en fait en tout cas, illustrant la présence et la fonction des canaux à Lille entre 1902 et 1907, qui la plupart ont été aujourd'hui recouverts, avant leur comblement, et la collection Augustin Boutique, tous trois intégrés au fond de la Commission historique du Nord, qui est en dépôt aux archives départementales du Nord. Les photographes, amateurs Désiré Delangle et Georges Deleplanque ont chacun constitué des fonds de plusieurs milliers de vues, essentiellement stéroscopiques, réalisés depuis la fin du XIXe jusqu'au début du XXe siècle. Ils proposent de suivre le parcours de familles bourgeoises résidant dans le département. Le fonds Mazurel, complété en 2007 par quelques albums de photographie réalisés autour du monde, c'est une acquisition, un achat récent,
et constitué par Edmond Mazurel entre 1905 et 1907, apporte un complément tout autant documenté que sensible et intimiste à ses productions. Voici quelques exemples, là en l'occurrence en fait, du fonds Pavie de l'Angle, du fonds Mazurel, dont le photographe là en l'occurrence était Edmond Mazurel. Et des albums de voyage, 2 pages en tout cas, hein, 2 extraits. Ce sont des albums de voyage qui ont été décorés. De son côté, la Société de géographie de Lille a œuvré dès 1880 par ses excursions sur les 4 continents illustrés par la photographie, par l'acquisition de clichés, par ses publications et ses conférences, à la vulgarisation des connaissances géographiques tout autant qu'au développement des activités économiques départementales. L'association dissoute en 2005 a transmis un fonds d'archives remarquable. Avant de refermer cet aperçu, nous pourrions manquer d'évoquer quelques autres exemples de fonds collectés récemment. La collection assemblée par Bernard Thiébaut, constituée de clichés pris par la famille Bochart, photographe illustré à Roubaix, installé à Roubaix au début du XXe siècle. En voici quelques exemples qui illustrent notamment d'ailleurs la présence en fait, de la tauromachie dans le Nord au tout début du XXe siècle. Chose étonnante, la fréquentation était absolument incroyable. On a quelques chiffres qui ont pu être collectés à l'occasion et qui sont assez signifiants. Pardon. La collection assemblée par Bernard Thiébaut constituée de milliers de clichés. Donc c'est ce qu'on vient de voir. Celui de Marc Dubois, photographe de reportage au journal Liberté et au magazine Liberté Hebdo. Le fonds également, le fonds Quan van den Bosch, dont le photographe le plus représenté, en fait, en tout cas, a été Édouard Caillez, photographe assez connu sur la région de Lille. Ceux de groupes d'artistes ou d'artistes tels que l'Atelier d'Amonet ou Raoul de Goswarsveld, cas particulier en la matière de par son activité professionnelle de photographe, toujours revendiquée comme essentielle et ainsi très fortement représentée dans le fonds. Il possède évidemment aussi quelques objets liés à ce fonds, là pour le coup, de quasiment fonds de photographe. Sont à noter que beaucoup d'autres petits fonds ont été collectés. Le rythme d'enrichissement et les choix d'archives photographiques dans les services publics d'archives ont bien été souvent déterminés au regard d'impératifs pratiques ou réglementaires, de contingences de réseau, d'opportunités offertes et de propositions formulées à l'institution. Il est pareil que leur constitution et leur sauvegarde n'a été que peu souvent imputable à une démarche scientifique ou culturelle proactive, consciente et affichée. La collecte des archives photographiques, entendue sous sa forme la plus usuelle, a permis un enrichissement certain des fonds et l'accueil de collections signifiantes, territorialement, historiquement, scientifiquement. Mais celles-ci semblent être restées tributaires d'aléas difficilement maîtrisables ou maîtrisés, ainsi que d'une offre et d'une demande des créateurs d'archives complexes, dans sa forme et son intention, à appréhender et à prendre en compte. Cette démarche a été envisagée historiquement comme un moyen de compléter, voire d'agrémenter les fonds d'origine publique et à défaut privés déjà versés. Se pose ainsi un besoin de clarification et d'identification de ce qui peut conditionner et constituer cette complémentarité, et par là d'interrogation quant à l'existence même, à la possibilité d'une lecture propre aux archives photographiques privées, au statut et à la valeur des objets au-delà de leur contenu informatif. En somme, les fonds d'archives photographiques privés doivent-ils être, au sein des institutions publiques d'archives, soumis dans leur choix aux éventuels manquements ou défaillances constatées, aux besoins de compréhension ou d'illustration de ce que nous avancerons à dénommer la mémoire administrative, produite unilatéralement par la collectivité publique. Les textes concernant les archives semblent sanctuariser le principe établissant Les textes concernant les archives semblent sanctuariser le principe établissant que tout document, et ainsi par extension toute photographie, est potentiellement une archive. Il ne permet pas de borner vraiment le champ de la collecte. Il est presque illimité, voire infini. Mais les diverses contraintes concrètes de cette action en limitent de fait les possibilités. Des opportunités d'action et de réflexion peuvent se dessiner toutefois dans la formalisation de priorités et la détermination de stratégies et de choix,
tout autant explicite qu'implicitement constitutif d'une idée de collection en prise directe avec les préoccupations territoriales, historiques, sociales, politiques, culturelles et les projets institutionnels. Peuvent également y être associées les exigences plus fondamentales des droits culturels, tels que définis par la Déclaration de Fribourg de 2007, intégrés depuis 2015 aux nouvelles orientations de la politique territoriale. Les archives départementales du Nord se sont impliquées depuis quelques décennies dans les actions de collecte, ponctuelles ou plus continues, de façon autonome, mais aussi dès 1982 par des initiatives plus précurseurs, en partenariat avec la presse locale, qui ont pu générer des dépôts et des dons d'archives photographiques, parfois remarquables. Ces actions sporadiques ont trouvé plus récemment un développement et un rythme plus régulier et soutenu dans des opérations qui ont été coordonnées collégialement par les Archives de France et la Bibliothèque nationale de France sous la forme de grandes collectes. Les 2 premières d'entre elles ont été organisées en 2013 et 2014 et intégrées aux commémorations de la Grande Guerre et à l'émission du centenaire. Voici quelques exemples, en fait, en tout cas, de documents qui ont pu être collectés, de documents originaux qui ont pu être collectés à cette occasion. Afin de mieux les inscrire localement, elles ont été prolongées jusqu'en 2016 par un partenariat entre les archives départementales et le journal La Voix du Nord, permettant une proximité et un relais sur les différents arrondissements. Ces événements se sont révélés être, grâce à un plan médiatique national et local efficace, mais aussi une interconnexion entre la proposition formulée et la demande latente, un indéniable succès populaire. Entre fin 2013 et mai 2016, ce sont 296 contributions qui ont été enregistrées aux archives départementales, formalisées par 171 prêts à des fins de numérisation directe et environ 125 dons, environ 42% du total, constitué d'environ 800 photographies originales, constituant des histoires singulières et issues parfois de fonds de photographes amateurs mobilisés. Il a noté que le fait d'avoir proposé une numérisation de la totalité des clichés originaux donnés, et non pas prêtés, se révéla alors un facteur décisionnel efficace, quant à la possibilité, en tout cas, qu'une donation soit effectuée. Le principe des grandes collectes nationales a été reconduit en 2016 et 2018. Elles se sont attachées respectivement au souvenir des relations entre l'Afrique et la France depuis le XIXe siècle et à l'histoire des femmes. Alors, s'il nous faudrait des indicateurs plus précis, nous pouvons mentionner l'unique don d'une photographie effectuée à l'occasion de la grande collecte de 2018. Il apparaît à une échelle locale que ces dernières initiatives ont montré que le lien et la mobilisation des publics potentiellement contributeurs n'allaient pas inéluctablement de soi. La détermination et diffusion d'une thématique de recherche, aussi honorable et historiquement judicieuse soit-elle, n'implique pas de fait une réussite scientifique et un enrichissement probant et cohérent des collections. On a reçu énormément d'éléments disparates et isolés, une grande hétérogénéité des origines, des techniques et des informations contextuelles obtenues. Pour distendre le sujet, il peut être intéressant de survoler les résultats d'une autre collecte, à laquelle les archives départementales ont été associées dans sa lecture, menée en 2015 par un équipement muséal départemental, la maison natale Charles de Gaulle à Lille, en collaboration avec le bureau littéraire du Brandebourg et la maison de l'histoire brandebourgeoise et prusse en Allemagne. Celle-ci avait pour but de concevoir une exposition croisée, exclusivement constituée de photographies sur les images d'enfance. Si l'ampleur de la période finalement illustrée fut très légèrement différente selon les régions, 1848 à 2000 en Allemagne et 1870 à 1970 en France, il a observé pour une durée de collecte certes supérieure dans le Brandebourg, une distorsion entre la quantité de clichés transmis par les contributeurs allemands, d'un côté 10 000 documents originaux transmis, et 800 dans le Nord. Un des points les plus intéressants à relever toutefois est la disparité dans la représentativité des sujets et des thématiques abordées par les photographies transmises réalisées sur des périodes identiques. Présence des uniformes en Allemagne, totale absence en France, nombreuses festivités et traditions religieuses en France, quasi-inexistence en Allemagne, enfance au travail visible en Allemagne, pour ne citer que quelques exemples. Certaines distorsions peuvent être envisagées comme partiellement imputables à la localisation, à une infrastructure et à une méthodologie quelque peu différenciées. Nous pouvons également supposer qu'en plus d'usage propre au médium photographique, une distinction existe quant à l'appropriation et à une certaine intégration de ce qui peut et doit être photographié, ce qui est à conserver et ce qui est proposable et montrable à autrui. Le don d'archives privées peut être aussi, de façon plus exacerbée
d'archives photographiques, mais aussi par certains de leurs aspects, le dépôt et le prêt, est un don de soi pour les autres. Encore faut-il que ce fameux soi s'intègre harmonieusement dans une représentation individuelle et collective, historique et sensible, dans un imaginaire social et culturel, souvent plus implicite qu'explicite. Pour espérer y parvenir, il nous faut écouter, transcrire et accompagner, mais aussi choisir quoi et comment transmettre durablement. Un intérêt collectif très fort existe pour ce qui relève de la Constitution et du partage public d'un patrimoine privé. De plus en plus d'institutions y voient aujourd'hui une opportunité réelle de contact avec des publics habituellement peu accessibles et de développement de leur offre culturelle. La collecte de photographies originales, notamment incitée, est toujours une rupture. Certains donateurs évoquent même un deuil. Une passation et un changement de statut pour ceux-ci. Elle implique des actes tout autant individualisés que diligents et la mise en œuvre d'une politique assidue d'une démonstration. Le contributeur se satisfait rarement d'une simple procédure de don ou de dépôt. Il attend par son geste d'être informé régulièrement des actions entreprises et de leur état d'avancement, voire qu'il soit lui-même impliqué dans celles-ci. Et qu'en plus de leur pérennisation matérielle, une diffusion et potentiellement une valorisation efficace de ces archives en soient des conséquences implicites. Comme le note Patrice Marcillou dans son ouvrage intitulé « Les égaux archives », nous assistons au développement de collecte-production dans lequel le recueil d'archives de toute typologie, dont les photographies, est sollicité, provoqué, créé parfois de toutes pièces. Il acte que ces actions invitent ainsi les institutions archives à construire une approche moins universaliste de leurs actes et à envisager une correction ou compensation d'une éventuelle sous-représentation dans leur collection de faits, de groupes ou d'individus, souhaitant librement se définir mais cherchant à en obtenir confirmation par autrui. Nous avancerons également à considérer qu'une réévaluation plus typologique des collections, dans laquelle la photographie trouverait naturellement sa place et fonderait en partie sa légitimité, pourrait participer de ces approches renouvelées. Le contexte national est au questionnement sur le devenir des missions des institutions archives, à la consultation sur ce que seront les archives pour demain, et ainsi à l'appréhension de ce qui pourrait être défini comme des archives essentielles à préserver et à transmettre. Quels seront dans et hors ce cadre les positionnements, les articulations relationnelles et fonctionnelles à élaborer, au regard des missions cadrées et des usages entrant dans leur champ de compétences, entre les diverses institutions et équipements culturels publics ou privés, exerçant une mission de service public, les archives, les bibliothèques, les musées, les centres d'art, les instituts, dans l'accomplissement indispensable des politiques de conservation, d'enrichissement des fonds et de collecte d'archives photographiques. Les frontières professionnelles actuelles paraissent brouillées. Ce qui pouvait relever des fonds de photographes ou de photographie est plutôt dorénavant de l'ordre des archives photographiques, car ils sont associés de multiples éléments combinés relevant historiquement en tout ou partie des musées, des bibliothèques ou des archives. Les méthodologies et usages spécifiques s'imprègnent de plus en plus les uns les autres, rendant prégnante la mise en œuvre de pratiques et de compétences multiples et diversifiées. La création de projets fédérateurs, la constitution d'un maillage partenarial entre acteurs culturels et de recherche, mais aussi en lien avec le réseau privé, créateurs, associations, entreprises par exemple, et la détermination de stratégies et d'actions concertées sont à imaginer. Dans ce cadre, quelles actions, quels moyens et outils complémentaires pourront dès lors trouver avantage de l'identification des identités, des passerelles et des points de convergence en matière de gestion, de diffusion, d'études et de valorisation, et ainsi de collecte. Bien entendu, nécessairement des auteurs identifiés et reconnus, mais également de photographes et créateurs d'archives photographiques plus furtifs. Je vous remercie.